L'infirmière des urgences m'a posé la même question à 3 reprises, « Est-ce que quelqu'un vous a fait ça ?» À chaque fois, ma mère répondait avant moi, « Non, elle a glissé dans les escaliers du perron. » L'infirmière me regardait moi, pas ma mère, ni le gendarme debout à côté du rideau. Moi. Je fixais ma jambe gonflée, mon genou n'avait plus rien d'humain. Le sang avait traversé les bandages temporaires et la douleur était si intense que je ne pouvais même plus pleurer. Finalement, j'ai murmuré une seule phrase, « Mon frère m'a frappé avec un démonte-pneu. » Le silence s'est abattu sur la pièce. Ma mère s'est levée si brusquement que sa chaise a grincé sur le sol, petite menteuse ingrate. L'infirmière s'est immédiatement interposée, « Madame, vous devez sortir. » Ma mère me pointait du doigt en tremblant, elle essaie de détruire son propre frère. Le gendarme a lentement ouvert son carnet. Tout a basculé à cause de ces 8 mots. Mon frère m'a frappé avec un démonte-pneu. Mais l'histoire n'avait pas commencé là, elle avait débuté 48 heures plus tôt avec un faire-part de mariage que je n'aurais jamais dû ouvrir. Je m'appelle Léa Marchand, j'ai 31 ans et je travaille comme commissaire aux comptes pour un grand groupe de santé régional à Lyon. Les chiffres ont toujours eu plus de sens pour moi que les gens car les chiffres ne mentent pas, contrairement aux humains, et surtout mon frère aîné, Julien. En grandissant, Julien pouvait se sortir de n'importe quelle situation par la parole, fenêtre brisée, argent volé, échec scolaire. Ma mère avait toujours la même excuse, il est sous pression, il ne le pensait pas, arrête de faire passer ton frère pour un monstre. Finalement, tout le monde a cessé de le remettre en question, sauf moi. Un jeudi après-midi, Julien est passé à mon bureau, j'ai besoin d'un service. Cette simple phrase m'a rendu nerveuse. Il a déposé une élégante enveloppe crème sur mon bureau, je me marie le mois prochain. J'ai levé les yeux, surprise, quoi? Tu n'as jamais mentionné de fiançailles. Il a ri, je voulais que ce soit une surprise. L'invitation était luxueuse, avec des lettres dorées en relief, un mariage dans un château du Beaujolais, plus de 300 invités. Le nom de sa fiancée a immédiatement attiré mon attention, Chloé de Montfort, la fille d'un prospère promoteur immobilier lyonnais. J'ai souri poliment, félicitations. Il a grincé des dents avec fierté, elle est incroyable, tu l'adoreras. Puis il s'est penché, et Léa, ne commence pas à poser tes questions bizarres de comptable. Il a ri, et j'ai ri aussi, pensant à l'époque que ce n'était qu'une de ses plaisanteries habituelles. Le lendemain soir, j'ai assisté au dîner de fiançailles dans un restaurant étoilé. Chloé était gentille, confiante, intelligente, elle parlait chaleureusement à chaque serveur. À la moitié du dîner, elle s'est éclipsée pour répondre à un appel, laissant son sac à main sur sa chaise. Un serveur a accidentellement renversé un verre d'eau pétillante, inondant la nappe, ma robe va le sac de Chloé. Je suis tellement désolé, répétait le serveur. J'ai attrapé des serviettes pour éponger ses affaires et un passeport a glissé d'une poche latérale. En le ramassant, un autre document a glissé derrière, une demande de certificat de mariage. J'ai froncé les sourcils car ce n'était pas celui de Chloé, mais celui de Julien. Seulement, l'épouse mentionnée n'était pas Chloé, mais une certaine Élodie Girard. Date d'émission, 5 ans plus tôt. Au début, j'ai cru à de vieux papiers, puis j'ai remarqué une copie certifiée d'un acte de mariage officiel attaché au dossier, sans aucun décret de divorce ni annulation. Juste un mariage légal toujours actif. Chloé est revenue avant que je ne puisse dire quoi que ce soit et j'ai discrètement tout remis dans son sac, mais quelque chose en moi refusait de lâcher l'affaire. Le lendemain matin, j'ai consulté les registres d'état civil, non pas pour exposer mon frère, mais pour me prouver que j'avais tort. Au lieu de cela, j'ai trouvé exactement ce que je craignais, un mariage célébré il y a 5 ans, toujours valide, aucune demande de divorce, rien. Puis j'ai trouvé Élodie, elle vivait à moins de 40 minutes de là. J'ai fixé son numéro pendant 1 heure, me demandant si je comprenais mal la situation, avant de finalement l'appeler. Une femme a répondu doucement, « Allô ? Bonjour Élodie, je m'appelle Léa, je suis la sœur de Julien Marchand. » Un silence, puis un rire amer, je me demandais quand quelqu'un de sa famille finirait par appeler. Mon estomac s'est noué, vous savez qu'il va se remarier ? Un autre long silence, puis cette phrase déchirante, je pensais qu'il était toujours mon mari. Ce n'est pas moi qui ai contacté Chloé, c'est Élodie qui l'a fait car elle méritait de raconter sa propre histoire. La fête de fiançailles a pris fin avant le coucher du soleil et le mariage a été annulé avant minuit. À l'aube, Julien savait exactement qui avait dit la vérité. Mon anniversaire tombait le lendemain soir, j'ai failli annuler le dîner mais ma mère a insisté, la famille doit rester soudée. Ces mots auraient dû m'alerter.
Elle n'avait invité que la famille proche, juste nous quatre. Mon père a prétendu avoir du travail tard le soir, avec le recul, je pense qu'il savait que quelque chose se préparait. Le dîner s'est terminé étrangement, personne n'a touché au gâteau, personne n'a chanté. Julien n'arrêtait pas de surveiller le garage par la fenêtre de la cuisine, puis il s'est levé, j'ai ton cadeau d'anniversaire. J'ai froncé les sourcils, tu m'as acheté quelque chose? Il a souri, oh, je l'ai fabriqué moi-même. Il est allé au garage, suivi par ma mère. Quand ils sont revenus, Julien ne portait pas de cadeau, mais un lourd démonte-pneus en acier. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il plaisantait, puis il m'a regardé droit dans les yeux, tu as ruiné mon avenir. Je me suis levé lentement, Julien, Chloé méritait la vérité, tout comme Élodie. Son visage s'est tordu de rage, tu as choisi des étrangères au lieu de ta famille. Non, j'ai choisi la vérité. Il a hurlé, puis a frappé. La barre de fer a percuté mon genou gauche avec un bruit que je n'oublierai jamais, un craquement écœurant qui a résonné dans la salle à manger. Je me suis effondré instantanément. Le deuxième coup n'est jamais venu, non pas parce que Julien s'est arrêté, mais parce que l'outil lui a glissé des mains après le premier impact. J'ai hurlé, je ne sentais plus mon pied, le sang se répandait sur le parquet. Ma mère n'a pas couru pour m'aider, elle a applaudi une fois, deux fois, puis m'a regardé avec une satisfaction totale, enfin, quelqu'un a mis les ordures à leur place. Julien a ramassé le démonte-pneus, a regardé ma jambe brisée, puis ma mère, on s'en va. Alors que la porte d'entrée claquait, je me suis traîné sur le sol de la cuisine vers mon téléphone, chaque mouvement me brûlant comme le feu, pour atteindre le bouton d'appel d'urgence avant que tout ne devienne noir. À mon réveil après l'opération, la première chose que j'ai vue n'était pas ma famille, mais une horloge, 3 heures s'étaient écoulées. Puis j'ai remarqué les bips réguliers des machines et la douleur sourde. Un chirurgien orthopédiste, le docteur Benoît Lefebvre, s'est approché de mon lit avec une expression grave, la rotule a éclaté en plusieurs morceaux et l'impact a fracturé la partie supérieure de votre tibia. J'ai regardé les radios, on aurait dit qu'on avait frappé une assiette en porcelaine avec un marteau. Nous avons pu reconstruire l'articulation, mais vous devez comprendre que vous ne retrouverez peut-être jamais une mobilité complète. Vous marcherez à nouveau, mais ce ne sera plus jamais comme avant. J'ai fermé les yeux, non pas à cause de la douleur, mais parce que mon frère avait changé le reste de ma vie en moins de 2 secondes. 1 heure plus tard, la capitaine Nathalie Morel est entrée dans ma chambre. Avant que je puisse répondre à ses questions, ma mère est entrée, souriante comme si elle rendait visite à quelqu'un ayant une simple grippe, te voilà enfin. Ma fille a glissé. La capitaine Morel ne l'a même pas regardée, mademoiselle Marchand, j'ai besoin de votre réponse. Ma mère a interrompu, elle est sous médicaments, elle ne sait pas ce qu'elle dit. L'officier a calmement levé la main, je m'adresse à votre fille. J'ai regardé la capitaine droit dans les yeux, mon frère m'a frappé au genou avec un démonte-pneus en acier. Ma mère a ri, oh franchement, elle a toujours été dramatique. La capitaine Morel a noté une phrase, puis a demandé s'il y avait des témoins. J'ai répondu sans hésiter, ma mère. Celle-ci a croisé les bras, j'ai vu sa chute. L'officier a demandé à un collègue d'escorter ma mère dans le couloir malgré ses protestations. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un disait non à ma mère. Le lendemain, ma cousine Clémence est arrivée, terrifiée, Julien est venu chez l'oncle Jacques après être parti de chez toi, il disait que tu ne parlerais pas, que personne ne te croirait de toute façon. L'après-midi, Chloé m'a rendu visite avec un dossier contenant des relevés bancaires et des contrats de location où Julien apparaissait comme marié depuis 5 ans. Il n'avait pas seulement caché un mensonge, il avait caché une vie entière. Élodie est venue aussi, me tendant un petit carnet où elle notait chaque mensonge de Julien depuis des années, incluant une menace écrite, si quelqu'un dit la vérité sur moi, je m'assurerai qu'il le regrette. L'attaque n'était pas impulsive, c'était sa nature. Quelques jours plus tard, ma mère est revenue, non pas avec des fleurs, mais avec des attestations signées par des proches affirmant que j'avais glissé. Elle a souri, si tu signes ça aussi, tout s'arrange. Tu as toujours préféré avoir raison plutôt que de protéger ta famille. J'ai pris les papiers et je les ai déchirés méticuleusement devant elle. La capitaine Morel, qui avait tout vu depuis le couloir, m'a dit, je pense que votre dossier vient de devenir beaucoup plus solide. La rééducation a été un calvaire, je pleurais à chaque séance car chaque mouvement de mon genou me rappelait l'agression. Pendant ce temps, Julien s'enfonçait dans ses propres mensonges. Les enquêteurs ont retrouvé le démonte-pneus caché dans l'isolation du grenier de ma mère, avec des traces de mon sang.
Julien a aussi tenté de soudoyer Élodie avec 50 000 € pour qu'elle nie le mariage, ce qui a rajouté une charge de subornation de témoin. Chloé a apporté 3 cartons de preuves au procureur, révélant des fraudes financières massives commises par Julien dans ses entreprises immobilières. Son associé, Michel Dubois, a démissionné publiquement après l'avoir vu détruire des documents devant les caméras de surveillance. Lors du procès au tribunal de grande instance, je n'avais plus peur. Julien a osé me dire dans le couloir, « Tu profites bien de ta blessure, on dirait ?» J'ai répondu froidement, « Non, je vis avec. » Mon père s'est enfin assis derrière moi, et non derrière Julien, s'excusant d'être resté silencieux pendant des années. Le chirurgien a témoigné de l'irréparabilité de mes séquelles, Élodie a montré son acte de mariage, et Chloé a raconté la trahison. Quand ce fut mon tour, j'ai dit au jury, « La vérité appartient à ceux qui vivent dans le mensonge. » Je ne voulais pas qu'il soit arrêté, je voulais qu'il arrête de faire du mal. Le procureur a conclu magnifiquement, Julien Marchand dit que sa sœur a ruiné son avenir, mais c'est lui qui a détruit le sien. Julien a été condamné à une peine de prison ferme, son permis de construire et sa licence professionnelle ont été révoqués, et il a été condamné à payer tous mes frais médicaux. Ma mère a également été sanctionnée pour faux témoignages et entrave à la justice, le juge lui a dit que le plus grand dommage n'était pas son silence, mais d'avoir choisi de protéger le crime plutôt que sa propre fille. En sortant, Julien s'est arrêté près de moi, j'ai simplement dit, « Tu as brisé mon genou, mais tu n'as jamais brisé mon caractère. » 2 ans plus tard, je boite toujours par temps froid et je porte une attelle, mais je suis devenu une source d'espoir pour d'autres victimes de violences familiales. Chloé est venue me voir avec sa petite fille, Sophie, me remerciant d'avoir sauvé leur avenir d'une vie de mensonge. Aujourd'hui, je ne mesure plus ma vie par ce que j'ai perdu, mais par tout ce que j'ai refusé d'abandonner. Mon frère pensait qu'en me brisant le genou, il m'empêcherait de rester debout, mais il s'est trompé. Chaque jeudi soir, je faisais du bénévolat au centre de rééducation, non pas en tant que médecin et thérapeute, mais simplement comme quelqu'un qui comprenait ce que l'on ressentait quand on a l'impression que son avenir a été volé. Les infirmières m'appelaient affectueusement, la femme à l'optimisme impossible, et je riais toujours en leur répondant que si elles m'avaient rencontré 2 ans plus tôt, elles sauraient que ce n'était pas inné. Un après-midi, une jeune femme nommée Chloé et une autre Chloé refusaient de sortir de sa salle de thérapie, elle s'était brisé les 2 jambes en échappant à une relation abusive et pleurait en disant qu'elle ne marcherait plus jamais de la même façon. Je me suis assise calmement à ses côtés en lui montrant ma canne et en lui murmurant que je savais ce qu'elle traversait, que certaines blessures restaient en nous, mais que certaines victoires aussi, et elle a souri pour la première fois de la journée. La vie continuait son cours, exactement comme elle le devait, et un samedi après-midi ensoleillé, l'administrateur de l'hôpital m'a arrêté dans le couloir pour me dire que quelqu'un me demandait à l'accueil. Quand je suis arrivé dans le hall, j'ai eu du mal à la reconnaître au début, c'était Chloé de Montfort, mais elle avait l'air radieuse, loin de la femme nerveuse qui planifiait autrefois son mariage avec mon frère. Elle tenait la main d'une petite fille d'environ 4 ans, prénommée Sophie, qui me souriait timidement. Chloé m'a serré dans ses bras en me disant qu'elle voulait faire cela depuis longtemps, qu'elle s'était remariée l'année dernière qu'elle était enfin vraiment heureuse. Elle a pris une profonde inspiration en regardant sa fille m'a confié que si je n'avais qu'une Géicho Élodie, elle aurait épousé Julien et construit une famille sur un mensonge, et que sa fille aurait grandi en pensant que la tromperie était la norme. Tu ne m'as pas seulement sauvé, tu l'as sauvée elle aussi, a-t-elle ajouté d'une voix tremblante. La petite Sophie a alors sorti un dessin de son sac à dos, représentant 3 personnages sous un grand soleil jaune avec l'inscription maladroite, « Ma force à moi », que je garde encore précieusement dans mon bureau aujourd'hui. Quelques semaines plus tard, j'ai été invité à m'exprimer lors de l'orientation des nouveaux patients en orthopédie devant une quarantaine de personnes en fauteuil roulant ou avec des déambulateurs. Je me suis avancé lentement, j'ai posé ma canne contre le pupitre j'ai regardé la salle en disant que j'aimerais pouvoir promettre que la guérison est rapide ou que la douleur disparaît totalement, mais que ce serait un mensonge. Je leur ai dit que je boitais encore que mon genou me faisait toujours mal, mais qu'un jour, ils cesseraient de mesurer leur vie par ce qu'ils avaient perdu commencerait à la mesurer par tout ce qu'ils avaient refusé d'abandonner. Quand j'ai fini, personne n'a applaudi immédiatement car beaucoup pleuraient ou hochaient simplement la tête, comprenant que l'espoir n'est qu'ong cn filuk na ocng na accent gravo nhng no cn fi angtin. Ce soir-là, en quittant l'hôpital juste avant le coucher du soleil, j'ai traversé le parc d'Enfas où des familles jouaient des couples se promenaient. Chaque pas que je faisais portait encore une légère boiterie que je ne cherchais plus à cacher, et quand mon téléphone a sonné pour me proposer d'intervenir à nouveau le mois suivant, j'ai accepté avec honneur. En raccrochant, j'ai regardé la cicatrice qui barrait mon genou j'ai réalisé qu'elle ne représentait plus ce que mon frère m'avait pris,
mais ce qu'il avait échoué à me prendre. Julien pensait qu'en me brisant le genou, il m'empêcherait de rester debout, il n'avait pas réalisé qu'il m'avait simplement donné une raison de me tenir encore plus droite.